Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Christophe Gay, qui est géographe de l'université de Nice, Sophia Antipolis, et qui est actuellement sur le territoire, détaché à l'IRD pour la coordination de l'Atlas de Nouvelle-Calédonie. Il est l'auteur de nombreux articles, des ouvrages également concernant les Outre-mer et le tourisme en particulier. Et c'est précisément de ce tourisme qu'il sera question ce soir, plus précisément de l'état du tourisme ultramarin, qui ne se porte pas très bien dans les Outre-mer français. Il nous en donnera les ressorts au cours de cette conférence. Donc je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle simplement qu'au terme de cette conférence qui est enregistrée, vous avez la possibilité d'échanger avec le conférencier. Et je pense qu'il y a des choses à dire sur le tourisme en Nouvelle-Calédonie, donc n'hésitez pas. Des micros sont à votre disposition parce que cette conférence est évidemment enregistrée. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure. Bien, ben, je crois qu'on va commencer. Bonsoir, je pense que vous m'entendez bien. On a fait des réglages tout à l'heure. Ça va? Oui? Bien, ben, merci d'être venu ce soir pour cette conférence. Merci aux responsables du Centre Chibaou, à son personnel. Merci en particulier à Manuel Castejon de m'avoir invité. Et ben, avant de commencer la conférence, je vous demanderai de ne pas oublier de reprendre une vie normale à la fin de celle-ci, en remettant en marche vos téléphones portables pour ne pas gêner l'enregistrement. Donc, Manuel m'a présenté rapidement. Je suis effectivement professeur à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et l'université de Nice m'a prêté à l'IRD pour 2 ou 3 ans afin de coordonner sur place l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie qui est en plein chantier, qui sortira dans le 2e semestre 2011, qui remplacera le vieil Atlas de l'Orstom, qui date de 1981. Mon intérêt pour l'outre-mer, c'est un intérêt qui est arrivé un peu par hasard, au gré d'affectation, puisque j'ai commencé ma carrière au sein de l'Orstom il y a presque 25 ans en Polynésie française. J'ai été maître de conférence à l'Université de la Réunion quelques années et donc je suis depuis 2 ans ici en Nouvelle-Calédonie et j'ai fait pas mal de missions dans la Caraïbe et dans d'autres îles du monde intertropical, en particulier de l'océan Indien, aux Maldives, Seychelles, etc. Parallèlement à ces travaux sur la France d'outre-mer, je fais partie d'une équipe de recherche qui a essayé de renouveler un peu l'approche scientifique du tourisme. C'est une équipe qui dépend de Paris 1, qui s'appelle MIT, Mobilité Itinéraire Territoire, et qui a publié 2 ouvrages qui s'appellent Tourisme 1, Lieu commun, Tourisme 2, Moment de lieu, et le dernier opus de notre travail sortira dans quelques mois, qui s'appellera Tourisme 3, Révolution durable. Alors si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce que je vais dire, sur mes travaux, je vous renvoie à la page personnelle du site de la Maison de la Géographie de Montpellier. Je l'ai mise sur cette première diapositive, donc www.mgm.fr, et puis vous accédez à mes travaux. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, peut-être expliquer le titre de ma conférence, qui est un peu provocateur, comme le titre d'ailleurs de mon ouvrage. Alors, en évoquant les cocotiers de la France, je voulais à la fois jouer sur l'emblème spatial que constituent les cocotiers et qui colle à la peau de l'outre-mer, qui assimile finalement cet ensemble à un espace de farniente et qui surestime donc la mise en tourisme de l'outre-mer. Je voulais aussi montrer qu'on a affaire à des destinations qui sont de moins en moins internationalisées, donc qui se limitent de plus en plus à l'ère de chalandise métropolitaine. Et troisièmement, je voulais naïvement essayer de secouer le cocotier dans lequel finalement le secteur touristique ultramarin stagne. On a affaire à un tourisme qui tourne en rond, un peu à l'image de ces clients du Club Méditerranée à Bora Bora en train de faire leur aquagym. Bon, on a un tourisme qui n'évolue pas, avec
avec des fréquentations qui baissent parfois et d'autres aspects qui montrent la crise profonde dans laquelle il se trouve. Alors ce titre, finalement, je le défends, je me cramponne au cocotier pour rester dans une anthropologie pittoresque et coloniale. Je le défends, même si il a donné lieu à pas mal de quiproquos, notamment chez les journalistes qui, dans une première approche, m'ont considéré un peu comme Michel Sardou de la recherche scientifique. C'est vrai que ça fait très colonial comme titre. Donc, c'est pas mon but. Mon but, c'est, comme je vous l'ai dit, d'évoquer vraiment les problèmes qui se posent à l'outre-mer et notamment sa désinternationalisation. Alors, rapidement, petite présentation de la France d'outre-mer, mais sachez que je fais une conférence sur les métamorphoses institutionnelles, économiques, spatiales de la France d'outre-mer le 31 août à l'IRD, donc dans le cadre des Mardis de la Découverte. Donc sur ces aspects-là, je vais pas m'appesantir, juste évoquer rapidement le cadre ultramarin actuel. Alors l'outre-mer, c'est un ensemble, ce sont les confettis d'un empire colonial, un ensemble qui aujourd'hui à peu près regroupe 2,6 millions d'habitants. Vous avez les dernières populations ici sur ce tableau. À peu près 120 000 km², et une évolution statutaire marquée par la révision institutionnelle de 2003 qui a fait disparaître les dom-toms au profit d'appellations un peu plus complexes avec des DROM maintenant, des COM, des collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie qui est à part, dans la Constitution, clairement indiqué qu'on a affaire à des statuts à la carte, donc on est un peu dans le système espagnol où entre le niveau central et le niveau régional, eh bien, il y a des négociations pour obtenir des compétences plus ou moins fortes. Alors on va commencer cette conférence par un état des lieux d'une situation qui est plutôt mauvaise. Quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur de la crise. Le tourisme international, au cours des 15 dernières années, a connu une croissance importante. On est passé de 600 à 900 millions de touristes internationaux, donc entre la fin des années 90 et la fin des années 2000. Donc une augmentation de 50%. Parallèlement, en France d'outre-mer, la fréquentation a stagné à moins de 2 millions de touristes. On est arrivé à peu près à 1,9 million en 97-98 et depuis une douzaine d'années, on reste à ce niveau, voire on baisse suivant les années, suivant la conjoncture économique. Donc, on a une France d'outre-mer qui, dans la concurrence internationale des destinations, a perdu des parts de marché. Et les destinations ultramarines font pâle figure par rapport aux destinations concurrentes étrangères. Je pense en particulier à Hawaï, je pense à la République dominicaine, à Cuba, je pense à Guam dans le Pacifique, qui sont des destinations qui accueillent plus d'1 million de touristes, alors que la Martinique, qui est la destination la plus fréquentée actuellement, culmine à 441 000 touristes en 2009. Et derrière, on a la Guadeloupe à autour de 400 000, la Réunion également, et puis vous connaissez ce qui se passe dans le Pacifique, la Polynésie 160 000 en 2009, et la Nouvelle-Calédonie sous les 100 000. Alors cette perte de part de marché, on l'apprécie à toutes les échelles, notamment à l'échelle régionale, et sur ce document, vous voyez une comparaison avec un indice 100 de la fréquentation en 1982 des principales destinations du Pacifique, et vous remarquez que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, pour utiliser un jargon boursier, sous-performent par rapport à des destinations comme Guam, comme Fidji, comme les Mariannes du Nord, avec le cas hawaïen qui est un peu à part, puisqu'on partait d'un niveau très élevé. On avait déjà plus de 4 millions de touristes à Hawaï en 1982, donc effectivement, il est difficile de doubler la fréquentation quand on part d'aussi haut. Mais vous voyez que
la comparaison est vraiment au désavantage de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Les concurrents, on ne va pas faire un tour de la concurrence globale de la Nouvelle-Calédonie, mais on voit des choses très intéressantes qui se passent très près. Je pense en particulier ici à des complexes intégrés tels que le complexe de Denarau Island Resort aux Fidji, qui, sur ces quelques kilomètres carrés de terrain gagnés sur la mangrove, accueille plus de touristes que la Nouvelle-Calédonie. On a donc ici affaire à des complexes intégrés, vous le voyez, où vous avez des hôtels 5 étoiles qui se touchent. Ça part du Sofitel, vous avez le Westin, vous avez le Hyatt, Hilton, etc., avec un golf 18 trous au milieu, avec un port de plaisance, des marinas. On a des excursionnistes qui partent vers les Yazawa, vers les Mamanucas, vers les archipels donc, de l'ouest des Fidji. Bon, ce genre de complexe intégré, on ne l'a pas ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française. Si on passe dans l'océan Indien, on peut faire à peu près le même constat, avec, hormis la faible progression des Seychelles, on voit que les grands concurrents de la Réunion, c'est-à-dire Maurice et Maldives, ont une progression bien plus forte que ce département d'outre-mer. Vous voyez que aujourd'hui, la Réunion, c'est un peu plus de 400 000 touristes. Maurice a approché le million de touristes en 2008. Les Maldives, presque 700 000 touristes en 2008, avec un développement qui se fait dans des îles-hôtels. Il y en a à peu près 90 aux Maldives actuellement. Donc un développement totalement séparé de la population, dans des îles-hôtels qui sont assez éloignés des îles-villages et de la capitale Malé. Autre aspect de la concurrence, à côté d'une offre de tourisme de masse dans la Caraïbe, on a aussi, concurrençant les destinations françaises, les Antilles françaises, on a aussi de petites îles haut de gamme du type Anguilla, avec ici une photo de Cholbé, Anguilla, qui est une destination pour touristes nord-américains fortunés, et qui fait beaucoup de dégâts du côté de Saint-Martin, dans la partie française donc, de cette île. C'est un des concurrents les plus directs de Saint-Martin. Pour rester dans les Antilles françaises, vous savez que les Antilles françaises, c'est le bassin principal de la croisière dans le monde. C'est à peu près 20 millions de croisiéristes aujourd'hui, par an, avec Miami qui est le grand port de croisière. Ce bassin qui est une chance pour les Antilles françaises, c'est cette manne de croisiéristes, eh bien, les Antilles françaises n'en tirent pas du tout bénéfice. Et là, vous voyez l'évolution calamiteuse de la fréquentation des croisiéristes en Martinique et en Guadeloupe. Après un pic au milieu des années 90, le nombre de croisiéristes en Martinique et en Guadeloupe a baissé de plus de 80%. Je n'ai pas pris les chiffres de 2009 qui sont encore plus calamiteux, mais on voit très bien déjà sur ces courbes qui s'arrêtent en 2007 la situation très grave du tourisme donc, dans ces deux départements d'outre-mer. Départements d'outre-mer qui font face à la concurrence de destinations proches équipées pour l'accueil de paquebots de croisière de très grande capacité. Ici, vous voyez donc le port de Philipsburg, qui est la ville principale de Sint Maarten, la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, avec un port qui peut accueillir 4 paquebots géants à la fois, c'est-à-dire 15 000 croisiéristes peuvent débarquer par jour à Philipsburg. C'est-à-dire, pour faire une comparaison, la Martinique en 2009 a accueilli en tout et pour tout que 39 000 croisiéristes, c'est-à-dire moins de 3 jours d'accueil de ce que pourrait recevoir Sint Maarten. Alors, j'exagère un peu parce que Sint Maarten en 2009 a accueilli 1 200 000 croisiéristes, mais c'est déjà pas mal compte tenu de la taille de ce territoire. Un autre aspect de la crise du tourisme en Outre-mer, c'est le problème de l'évolution de la capacité hôtelière. Et là, on reste sur l'île de Saint-Martin et on voit
la chute spectaculaire de la capacité hôtelière qui a baissé de 50% entre le milieu des années 90 et aujourd'hui. C'est un cas extrême, un cas extrême qui se traduit dans les paysages par des friches hôtelières. Alors, on a une friche hôtelière à Nouméa qui va bientôt disparaître, mais il y a des friches hôtelières tout aussi spectaculaires dans des lieux très cotés. Je pense en particulier à la friche hôtelière de Saint-François en Guadeloupe, Saint-François donc sur la Riviera guadeloupéenne, avec l'hôtel Méridien qui est abandonné, squatté, vandalisé depuis plusieurs années. Je pense aussi à la friche hôtelière de la Pointe-du-Bout en Martinique. Pointe-du-Bout, c'est vraiment le haut lieu touristique martiniquais, développé dans les années 70 avec l'arrivée du Sofitel, Bacois, avec le Méridien de la Pointe-du-Bout. Et vous voyez que le Méridien aujourd'hui est en piteux état. Donc on a véritablement une crise très profonde de l'hôtellerie. On a également un tourisme, je l'ai évoqué rapidement en introduction, qui est de moins en moins internationalisé. C'est-à-dire que en Outre-mer, on fonctionne de plus en plus sur la clientèle métropolitaine. Presque 2 tiers de touristes sur 3 fréquentant l'outre-mer français sont métropolitains. Alors qu'on avait moins d'1 touriste sur 3 il y a une vingtaine d'années. Donc l'aire de chalandise de l'outre-mer français tend à se réduire à la métropole. Les grands groupes internationaux se détournent de la France d'outre-mer. De toute façon, ils ne veulent pas s'y installer. Et finalement, est vraiment présent, à part le cas de la Polynésie française, où vous avez des grandes chaînes internationales qui sont présentes, à part ce cas-là, il n'y a que le groupe Accor qui est bien implanté en France d'outre-mer, mais il est implanté au travers de ces marques plutôt voyage d'affaires que tourisme d'agrément, au travers de ces marques Mercure ou Novotel. Donc, on a véritablement un gros problème du côté de l'hôtellerie, avec une perte d'influence auprès des marchés émetteurs proches. Je pense à la perte d'influence sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour les collectivités françaises du Pacifique, par rapport aussi à l'Afrique du Sud pour la Réunion, par rapport à l'Amérique du Nord pour les Antilles françaises. Alors, il est évident que ce problème de l'hôtellerie vient d'un rapport qualité-prix de ces produits hôteliers qui est mauvais, c'est un des plus mauvais du monde, avec des tarifs proposés qui ne sont pas en rapport avec le niveau de service. Et vous avez dans toutes les destinations proches de la France d'outre-mer un parc hôtelier plus moderne, plus confortable et moins cher. Regardez aux Fidji, regardez sur l'île Maurice, regardez en République dominicaine. Donc là, il y a une compétitivité qui est extrêmement faible. À cela se rajoutent les problèmes d'animation, d'accueil, de shopping qu'on rencontre partout. Et du coup, on a de plus en plus affaire donc à des touristes qui rendent visite à des amis ou à la famille et qui échappent donc en partie à l'hébergement marchand. Un cas intéressant est celui de la Réunion, où vous voyez qu'à la Réunion, depuis une vingtaine d'années, pour tenir compte de ces 2 types de touristes, on fait la distinction entre ce qu'on appelle les touristes d'agrément et les touristes affinitaires. Alors les expressions ne sont pas bien choisies, parce que ça signifie que quand on vient voir la famille ou les amis, donc on est classé dans les affinitaires, ce qui veut dire qu'on ne vient pas pour l'agrément, c'est un peu particulier. Mais aujourd'hui, l'écart se creuse entre ces 2 types de touristes et en particulier, les chiffres de 2009 sont tout chauds, montrent que la situation s'est aggravée, puisque à La Réunion, on a comptabilisé 223 000 touristes affinitaires en 2009 et seulement 143 000
touristes d'agrément. Donc les deux courbes ont tendance à s'éloigner. Dans mon livre, j'évoque le fait que finalement la France d'outre-mer devient en fait une sorte de destination d'aubaine. C'est-à-dire qu'on vient en France d'outre-mer parce qu'on y a des amis ou de la famille. Et donc on a cette opportunité, on s'y rend. Mais lorsque on n'a pas de la famille ou des amis, finalement il y a des destinations concurrentes qui sont plutôt préférées à la France d'outre-mer. Et finalement, ça entraîne une situation particulière qui est que les résidents deviennent des prescripteurs de séjour et d'activités. Les résidents, que ce soit les résidents réunionnais, néo-calédoniens, polynésiens, se transforment en prêteurs ou en loueurs de voitures, se transforment en logeurs, se transforment en guides touristiques. C'est eux qui conseillent finalement la famille ou les amis sur les lieux à fréquenter, les lieux qui sont souvent mal signalés. Et heureusement qu'on a des gens sur place pour vous guider, parce que ce n'est pas évident de se repérer en France d'outre-mer. Alors par ailleurs, un autre aspect de cette problématique, c'est que on a finalement une faible altérité entre la métropole et la France d'outre-mer, surtout dans les DROM, parce qu'on parle la même langue, c'est à peu près les mêmes lois, c'est la même monnaie qui circule. Et finalement, cela favorise l'autonomie des touristes. Les touristes qui peuvent finalement, sans passer par des agences de voyage, monter leur séjour via Internet. Vous avez des sites qui sont très bien faits, qui permettent de contourner l'hébergement hôtelier, de passer par l'hôtellerie, par de l'hébergement informel, par des gîtes et des locations non déclarées. Donc cet aspect-là, cet aspect, entre parenthèses, clandestin du tourisme en Outre-mer, il est très fort, en particulier aux Antilles, où on est dans un contexte de travail caché très fort. Une photo qui vous montre ce développement un peu anarchique de l'offre para-hôtelière déclarée ou pas, une photo donc sur la côte sous le vent de la Basse-Terre, donc en Guadeloupe, vous voyez une multiplication de panneaux, une multiplication anarchique de panneaux, donc avec des habitations. Ici, une habitation, donc c'est de l'hébergement à la ferme, vous avez des bungalows, vous avez des chambres louées dans des logements. Bon, on a tout un secteur informel qui échappe complètement à l'analyse statistique. Et ce qui est étonnant en France d'outre-mer, quand on connaît le fonctionnement du tourisme, ce qui est étonnant, c'est que l'appareil statistique pour mesurer le tourisme en France d'outre-mer est très mauvais. À part la Polynésie française, qui a un observatoire du tourisme avec des analyses régulières sur le flux touristique, eh bien, on a une mesure du tourisme mauvaise, à tel point que certains départements ou collectivités ne mesurent même pas le flux touristique. En Guadeloupe, depuis plusieurs années, on ne sait pas combien il y a de touristes. Alors, de tels problèmes peuvent s'expliquer peut-être par finalement la recherche, par le fait qu'on veut cacher finalement l'ampleur des problèmes. Je pense qu'il y a, à mon avis, cette dimension-là dans la mauvaise mesure du tourisme et la méconnaissance du flux en France d'outre-mer. Méconnaissance qui contraste avec la qualité de la mesure de cette activité dans des pays indépendants, jugés par les Français comme en voie de développement. Je pense à la qualité des statistiques à l'île Maurice ou aux Maldives, qui n'ont rien à voir avec la qualité des statistiques à La Réunion ou aux Antilles françaises. Donc après ce constat qui est finalement assez sombre, je vais maintenant essayer de m'atteler à l'explication de cette situation. Alors l'explication, je vais essayer de chercher l'explication la plus profonde, le socle, parce que vous avez des explications proches et des explications lointaines à ces éléments-là. On peut dire oui, c'est l'accueil, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de compagnie low cost. Bon, tout ça, ce sont des explications faciles.
Le problème, me semble-t-il, en France d'outre-mer, c'est ce que les économistes appellent le syndrome néerlandais, c'est-à-dire ces petites économies qui bénéficient d'une ressource providentielle, telle que les revenus de l'exploitation pétrolière ou gazière. En France d'outre-mer, ce sont les transferts publics colossaux, qui, sous forme de salaire, sous forme d'aides multiples, sous forme d'investissement public, sous forme de défiscalisation, constituent cette manne. Et dans un contexte de transfert public aussi important, eh bien, les secteurs exposés, les secteurs exportateurs, souffrent énormément. Et le tourisme, c'est une exportation de services, et le tourisme est peut-être la principale victime de ce syndrome en France d'outre-mer, parce qu'on n'arrive pas à le protéger par les défiscalisations, les subventions, les exonérations de taxes. Ça ne suffit pas pour réduire la faible compétitivité de l'offre touristique de la France d'outre-mer. Alors en plus, il y a un autre aspect du syndrome néerlandais qui apparaît, c'est la hausse des salaires par contagion. La main-d'œuvre qualifiée ici est attirée par les secteurs dans lesquels les salaires sont les plus élevés. Les métiers du tourisme sont des métiers difficiles, c'est des métiers de service, vous avez des horaires qui sont importants. Ce ne sont pas des métiers qui attirent en France d'outre-mer. On a beaucoup de mal à trouver des vocations dans les métiers du tourisme. Donc ça, c'est un vrai problème. Et un autre problème lié à ce syndrome néerlandais, c'est bien sûr le coût de la vie qui est tout à fait exorbitant pour des étrangers. Lorsqu'on regarde les analyses menées par les enquêtes de satisfaction touristique en Polynésie française, donc ça c'est la dernière enquête que je connaisse de l'ISPF, l'Institut de la statistique de Polynésie française, on voit que parmi le sentiment qui l'emporte, que ce soit des sentiments négatifs ou positifs, le sentiment qui l'emporte, c'est les prix élevés. Vous voyez que 45% ont mis en premier choix les prix élevés. 45% des touristes qui ont été enquêtés ont mis en premier choix les prix élevés. Et c'est plus fort que les 35% de touristes qui ont été contents de l'accueil ou qui ont été contents de la beauté des paysages ou des lagons. Donc c'est véritablement le point noir des destinations d'outre-mer. Le point noir des destinations d'outre-mer avec finalement un tourisme qui apparaît bien moins intéressant pour les investisseurs que le secteur de l'import-distribution. Finalement, quand on a affaire à des espaces où vous avez une partie de la population qui a un pouvoir d'achat relativement élevé, on a tendance plutôt à investir dans le commerce, ça rapporte plus que dans le tourisme qui est finalement assez aléatoire. Et là, on peut prendre l'exemple de deux îles proches qui ont connu véritablement des développements très différents, c'est l'île Maurice et la Réunion. L'île Maurice et la Réunion ont la même base économique jusque dans les années 50, c'est la canne à sucre. La Réunion va rester un département jusqu'à aujourd'hui, donc avec des transferts publics de plus en plus importants, un assistanat de plus en plus fort. L'île Maurice devient indépendante en 68. En 68, à l'île Maurice, on a des capitaux qui viennent des grandes familles européennes, des grandes familles sucrières, qui vont migrer en partie vers les deux autres piliers de l'économie mauricienne aujourd'hui, c'est le textile en zone franche et le tourisme. Côté réunionnais, qu'est-ce qui se passe? On a à peu près la même oligarchie sucrière, mais que fait cette oligarchie sucrière? Elle ne va pas investir dans le tourisme, elle investit dans l'import-distribution, les grandes surfaces, les concessions automobiles. Et ça donne naissance en particulier au groupe Bourbon. Le groupe Bourbon va, dans les années 90, totalement réorienter son activité, mais il ne va pas la réorienter vers le tourisme, il va la réorienter vers l'offshore, le remorquage, les plateformes pétrolières. Aujourd'hui, c'est un des premiers groupes mondiaux de prospection pétrolière, de services aux entreprises pétrolières. Côté
Côté mauricien, on a un tourisme qui s'est développé très fortement. Tout à l'heure, je vous ai dit plus de 900 000 touristes à l'île Maurice, avec aujourd'hui des sociétés hôtelières qui sortent de Maurice et qui investissent dans l'océan Indien et en Afrique du Sud. Sun International, par exemple, ouvre des hôtels aux Seychelles ou en Afrique du Sud. Et c'est un peu, finalement, le processus qui s'est passé aux Baléares, île archipel très proche, très pauvre, jusque dans les années 50, développement du tourisme, développement de l'hôtellerie, et aujourd'hui, les groupes les groupes hôteliers originaires des Baléares sont parmi les 30 plus grands groupes hôteliers mondiaux, Sol ou Barceló. On voit ces hôtels-là en Espagne, aux Canaries, en Amérique du Sud, en Amérique latine, aux Antilles. Donc, vous voyez qu'à partir d'évolutions politiques très différentes, on arrive à des situations qui sont quasiment opposées. Alors, en France d'outre-mer, pour lutter contre la faible compétitivité, les pouvoirs publics ont opté pour une politique finalement de défiscalisation. C'est finalement le levier principal qui a été utilisé en France d'outre-mer. Plutôt que d'agir sur la question de la formation des prix, et qui est capitale, salaire, prix, donc coût de la main-d'œuvre, plutôt que d'agir là-dessus, on a joué sur la défiscalisation. Alors la défiscalisation, ça remonte déjà à longtemps, il y a déjà eu des défiscalisations dans les années 50, mais véritablement, c'est la loi Pons de 86 qui va jouer le rôle le plus important, la loi Pons qui va être remplacée par la loi Paul en 2001, puis la loi Girardin, qui va être dans le Pacifique doublée par des dispositifs locaux, tels que les lois Frogier et les lois Floss. Donc, on ne lutte pas contre le syndrome néerlandais, et finalement, on peut dire que ce remède est relativement inefficace. Il est inadapté par rapport au mal. C'est une sorte de cataplasme sur une jambe de bois. Cataplasme sur une jambe de bois, avec des effets pervers tels qu'on peut les voir, on retourne à Saint-Martin, avec des effets pervers, puisque la défiscalisation, elle a été, d'une part, en partie détournée de ses objectifs, et d'autre part, la sortie de défiscalisation a mal été conçue. Et on se retrouve avec des situations tout à fait cocasses. Alors ici, c'est l'hôtel Le Flamboyant à Saint-Martin, qui fait partie des hôtels aujourd'hui qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est une structure qui fonctionne encore aujourd'hui. Mais dans quelles conditions? Parce que ce sont des hôtels qui ont été achetés, les chambres ont été achetées par des particuliers. À la fin de la période de défiscalisation, ces particuliers ont soit continué de faire gérer leur chambre par l'hôtelier, soit ont récupéré leurs biens pour l'occuper ou le louer à des locataires. Du coup, on se retrouve avec des hôtels extrêmement étonnants où vous avez une mosaïque. Vous voyez, il y a des chambres qui sont d'hôtels, et puis il y a des chambres qui sont habitées par des locataires ou des propriétaires, d'où la présence, vous voyez, d'une antenne parabolique, de volets, d'un réfrigérateur sur une terrasse. Donc, on arrive à des situations totalement cocasses parce qu'on n'a pas prévu la sortie de défiscalisation. Autre aspect très cocasse de la défiscalisation, c'est le secteur de la plaisance. Alors, le secteur de la plaisance qui a bénéficié d'un boom extraordinaire avec la loi Pons de 86. Boom extraordinaire parce que on pouvait cumuler la déduction de perte d'exploitation avec l'investissement lui-même. Donc, les particuliers achetaient des bateaux, normalement, pour qu'ils soient utilisés dans le cadre d'une activité touristique. Ces bateaux, en fait, restaient à quai, et les particuliers étaient doublement gagnants, puisque l'investissement était défiscalisé, et en ne l'utilisant pas le bateau, ils avaient une perte d'exploitation qui était intéressante pour leurs finances. Alors ce dispositif s'est arrêté en 1997, mais il est à l'origine d'une multiplication des bateaux de plaisance, d'une multiplication des ports de plaisance, tel qu'ici, vous en voyez un, donc on est à Saint-François, à Guadeloupe, avec, mais là je vous fais remarquer, la petite faute d'orthographe qui est quasi généralisée en France d'outre-mer sur le fond, sans S, et qui en dit long sur le gouffre sans fond
de ces équipements qui sont censés être des équipements touristiques, mais qui en fait sont essentiellement utilisés par la population locale aisée. Autre aspect du tourisme en Outre-mer et autre cause d'un certain nombre de problèmes, la multiplication des sociétés d'économie mixte. Alors on a en Outre-mer beaucoup utilisé les sociétés d'économie mixte comme levier de développement du tourisme. On le voit très bien ici en Nouvelle-Calédonie, puisque chaque province a sa société d'économie mixte qui œuvre en particulier dans le domaine du tourisme. Mais le cas peut-être le plus édifiant de dérive de ce dispositif, c'est Tahiti, c'est la Polynésie française avec Air Tahiti Nui. Air Tahiti Nui, c'est une société d'économie mixte, majoritairement détenue donc par la collectivité de Polynésie française, qui n'a jamais fait de bénéfice, qui a été renflouée à plusieurs reprises. Pour l'instant, on en est à 217 millions d'euros d'argent public injecté dans Air Tahiti Nui, donc 217 millions d'euros, ça fait à peu près 25 milliards de francs pacifiques, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Air Tahiti Nui n'a pas joué son rôle de catalyseur du tourisme, puisque, en fait, les lignes d'Air Tahiti Nui qui fonctionnent, ce sont des lignes qui existaient déjà. Et lorsqu'Air Tahiti Nui a voulu ouvrir des nouvelles lignes pour drainer de nouveaux foyers émetteurs, ça n'a pas marché. Et le fiasco le plus complet étant l'ouverture de la ligne New York, Papeete. Cette ligne, une ligne qui a tourné pendant 3-4 ans, elle était déficitaire, elle était très bien pour les Polynésiens parce qu'ils pouvaient aller en vacances à New York, mais il n'y avait presque aucun Nord-Américain de la côte Est qui allait en Polynésie. Il faut dire que les produits, les séjours vendus dans les Antilles sont beaucoup moins chers, d'abord parce que les Antilles, c'est beaucoup plus proche. Donc c'était quand même un pari très risqué de la part d'Air Tahiti Nui de se lancer dans ce marché du nord-est des États-Unis quand on a la Caraïbe à côté et quand on connaît la médiocrité de la compétitivité de cette collectivité d'outre-mer. Alors, la non-compétitivité de la France d'outre-mer, associée à la baisse de la fréquentation étrangère, fait que dans le secteur aérien, on a les compagnies étrangères sont parties. American Airlines, Delta Airlines ne desservent plus la Martinique ou la Guadeloupe. Et les compagnies françaises ont eu des stratégies très sûres, c'est-à-dire qu'à part Air Tahiti Nui qui s'est lancé dans cette ligne New York Papeete, finalement, les compagnies françaises ont cherché à desservir la métropole, parce que ça, c'est le marché qui... C'est l'assurance qui aura un trafic certain. Donc, contrairement à des États indépendants, des États souverains comme les Seychelles ou l'île Maurice, qui ont créé des compagnies aériennes internationales pour aller chercher des touristes, et ces compagnies nationales sont de véritables outils du développement du tourisme. Je pense à Air Mauritius, on verra tout à l'heure le réseau. En France d'outre-mer, les compagnies aériennes n'ont pas joué ce rôle-là, peut-être sûrement parce qu'elles savent bien que de toute façon la destination qu'elles desservent n'est pas compétitive. Et à ce propos, à propos de desserte, on peut voir le contraste qui existe entre la desserte de la Réunion, la desserte aérienne de la Réunion, et la desserte aérienne de Maurice en 2009. Alors, excusez-moi, c'est une carte que je n'ai pas réactualisée, donc aujourd'hui, vous avez bien vu qu'il faudrait rajouter le tronçon Réunion-Sydney-Nouméa par Air Austral, mais là, c'était la situation en début 2009. Alors, même avec ce tronçon supplémentaire, vous avez un contraste évident entre la desserte de l'île Maurice, qui est variée. Vous voyez, l'île Maurice, on a des liaisons vers l'Australie, vers l'Asie du Sud-Est, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapour, vers l'Inde, vers l'Afrique australe. Et puis, regardez le nombre de liaisons vers les capitales européennes. Vienne, Londres, Munich, Rome, Francfort, Genève, ce sont des villes desservies par Air Mauritius. La Réunion, en fait, vous voyez ce cordon ombilical qui la relie à la métropole, et puis c'est tout. Il faut savoir qu'il n'y a aucune liaison directe permanente aérienne
entre la France d'outre-mer et une ville européenne non française. Aucune liaison, ce qui signifie qu'il y a il y a très peu de touristes européens non français en France d'outre-mer. C'est une clientèle qui échappe totalement à la France d'outre-mer. Alors, malgré tout, il y a quelques atouts en France d'outre-mer. On pourrait jouer sur le fait qu'on a des infrastructures de transport qui sont excellentes. Ça, c'est le volet positif des transferts publics. Les transferts publics ont doté la France d'outre-mer de routes, d'autoroutes, d'aéroports, de ports de haut niveau. On a une salubrité qui est excellente, bien meilleure que la plupart des concurrents. On a un système de santé qui est digne de l'Europe occidentale. Et puis, on a une sécurité qui est correcte en France d'outre-mer. On n'a pas affaire à des coupes-gorges comme on en trouve dans la Caraïbe. La Banque mondiale, récemment, a sorti un rapport montrant que la Caraïbe était devenue l'espace le plus dangereux au monde, plus dangereux que l'Amérique latine. On n'a pas cela. Ce qui permet, finalement, de trouver des lieux qu'on ne trouve pas en général dans le reste, dans la concurrence étrangère tropicale, c'est des lieux où vous avez en fait une intrication entre les touristes et la population. Exemple, la Pointe du Bout, c'est un quartier résidentiel de Fort-de-France, puisque Fort-de-France est en face, vous avez des navettes qui relient le centre-ville de Fort-de-France à la Pointe du Bout, donc les gens aisés, plutôt que de vivre dans les embouteillages de Fort-de-France, préfèrent s'installer à la Pointe du Bout. Et à la Pointe du Bout, vous avez des hôtels, vous avez des résidences hôtelières, et vous avez des restaurants, et les gens, le soir, les touristes sortent, ils sont dans une ambiance antillaise, peut-être un peu métropolitaine, parce qu'il y a une majorité de population métropolitaine, mais c'est un lieu ouvert. On n'est pas forcé d'être dans sa structure hôtelière, dans son enclave hôtelière, comme on l'est à la Jamaïque ou en République dominicaine. Et puis, un autre aspect, peut-être plus anecdotique, c'est l'existence de paysages exceptionnels en France d'outre-mer, des paysages rarissimes. Là, une photo du Maïdo à La Réunion. Ça, c'est des paysages qui sont pas courants dans le monde. Ces cirques volcaniques où on peut surplomber de 1000-1500 mètres des lieux tels que le Maïdo qui surplombe le cirque de Mafat. C'est vraiment très rare dans le monde. Donc là, on a des éléments qui pourraient attirer les touristes. Alors, la dernière partie de ma conférence, je voudrais en fait aborder la question du pluriel ou du singulier, puisque vous avez peut-être remarqué que j'ai dit tourisme en outre-mer, tourisme au pluriel et outre-mer au singulier. Depuis le début, j'ai cherché à démontrer l'unité de la France d'outre-mer sur le plan de son développement touristique. Toutefois, il existe quand même des dissemblances, et ces dissemblances, elles semblent être statutaires, elles semblent reposer sur le statut, parce qu'on peut finalement distinguer le tourisme qu'on trouve dans les départements et régions d'outre-mer, qui est un tourisme qui connaît une crise profonde, un tourisme qui est dans une phase de désinternationalisation très avancée, avec le tourisme qu'on va trouver en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. J'exclus le reste de la France d'outre-mer qui ne peut pas être considéré comme des destinations touristiques. Wallis et Futuna, Mayotte, on ne peut pas les considérer comme des destinations touristiques. D'ailleurs, à Wallis et Futuna, on ne compte même pas le nombre de touristes. Alors, cette question des statuts, du rôle du statut dans le développement du tourisme, c'est une question qui me semble d'autant plus légitime que lorsqu'on analyse un peu, lorsqu'on lit la littérature internationale dans ce domaine-là, eh bien on voit que les chercheurs admettent généralement que le tourisme, la mise en tourisme est corrélée avec non pas l'indépendance des territoires, mais leur forte autonomie. C'est-à-dire que lorsque on travaille sur des indices de mise en tourisme qui sont basés sur le revenu par habitant, sur la densité de chambres hôtelières, sur la pression touristique, c'est-à-dire le nombre de touristes par habitant et par an, ou le nombre de touristes par kilomètre carré par an. Donc lorsqu'on arrive à faire des études, lorsqu'on arrive à développer des indices composites, on se rend compte qu'en haut de classement,
mais on n'a pas des États indépendants, mais on a des territoires à forte autonomie, du type île Vierge britannique, du type île Vierge américaine, du type Hawaï, du type turc et caïque, du type Caïman. Donc, l'autonomie semblerait être un élément intéressant pour le développement du tourisme. Or, contrairement aux territoires britanniques, néerlandais, états-uniens, pour la France d'outre-mer, l'autonomie ne semble pas être si forte que ça, ne semble pas être un élément aussi important que ça pour permettre une mise en tourisme massive. Pourquoi ? Parce que en France d'outre-mer, on a, en particulier donc pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, mais ça s'applique aussi aujourd'hui depuis que Saint-Martin et Saint-Barth sont devenus des collectivités d'outre-mer. Ça s'applique aussi à une partie des Antilles françaises. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'autonomie politique accordée à certaines entités ultramarines ne s'est pas accompagnée d'une autonomie économique. Et peut-être que le cas de la Polynésie française est le plus intéressant dans ce domaine-là, puisque vous voyez que la Polynésie française a un statut d'autonomie depuis 1984, mais sa situation économique est calamiteuse. On voit l'état des finances publiques actuellement. Alors, donc il y a une question à se poser. Et puis, il faut quand même admettre que le statut est un élément intéressant pour comprendre le développement de certains territoires qui sont les plus exposés à la concurrence. Et là, je prendrai le cas de Saint-Martin, Sint Maarten, qui se trouve donc dans la Caraïbe, au nord de la Guadeloupe. Saint-Martin, donc la partie française qui est au nord, Saint-Martin est devenue collectivité d'outre-mer depuis 2007, suite à un référendum en 2003. Pourquoi on a voulu que Saint-Martin se détache du département d'outre-mer guadeloupéen ? Eh bien parce que en fait, on est à Saint-Martin en concurrence directe avec la partie néerlandaise. Cette partie néerlandaise, vous voyez au sud, c'est un espace de très fort développement du tourisme. Entre les deux, on a une frontière qui n'est quasiment pas matérialisée. Il y a 2-3 bornes frontières, mais il n'y a pas de douane, il n'y a pas de contrôle de police. Hommes, marchandises circulent librement d'un côté à l'autre. Or, ces frontières séparent des systèmes administratifs tout à fait opposés. On a un système très libéral côté néerlandais, beaucoup plus directif, centralisateur côté français. D'un point de vue européen, le côté néerlandais, c'est un PTOM, c'est-à-dire un pays et territoire d'outre-mer, donc on est en dehors de l'espace communautaire. Côté français, on est encore dans une région ultra-périphérique avec toutes les normes européennes à appliquer. Donc c'est une limite de l'espace communautaire, cette frontière. Et vous avez en permanence la partie française qui dénonce le laxisme des Néerlandais en matière de lutte contre l'immigration, de lutte contre la contrefaçon, de lutte contre le blanchiment de l'argent sale. Je rappelle que la partie néerlandaise, en particulier la zone de Simpson Bay, a été un des grands lieux de blanchiment d'argent sale de la mafia italienne de New York. Et lorsque Cuba est devenu communiste, ça a été un lieu de repli des capitaux mafieux dans la Caraïbe. Alors cette concurrence, elle est catastrophique pour la partie française parce que, d'une part, on n'a pas la même devise qui circule d'un côté à l'autre. On a les euros qui circulent côté français, on a les dollars américains, le dollar américain qui circule côté néerlandais, donc avec tous les problèmes de change qui se posent les évolutions des devises ces derniers temps, surtout à l'avantage du dollar, des salaires qui sont très différents du côté des deux côtés. Les salaires néerlandais sont beaucoup plus faibles, et du coup, on a assisté à un glissement quasiment de toutes les activités rémunératrices touristiques vers la partie néerlandaise, c'est-à-dire que l'hôtellerie, le shopping,
les activités nocturnes, casinos, etc., boîtes de nuit, eh bien, ont glissé vers la partie néerlandaise et ne reste dans la partie française que l'excursionnisme, c'est-à-dire des croisiéristes qui viennent à la journée et qui louent un quad, une voiture, et qui font les plages, qui visitent les plages de la partie française qui sont plus intéressantes que les plages de la partie néerlandaise. Et subsiste aussi côté français la restauration, qui reste encore une spécialité. Et je pense notamment au village de Grand-Case, qui est réputé dans toute la Caraïbe pour ses restaurants. Vous avez une rue dans ce village avec des restaurants très cotés. Bon, tous les Nord-Américains connaissent Grand-Case. Mais à part cela, on a ici, compte tenu de cet affrontement, de cette frontière terrestre qui sépare ces deux parties, on a une concurrence énorme et au détriment de la partie française. Dans cette distinction entre département d'outre-mer et la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, il y a un point qui est très important à avoir en tête, c'est le fait que les DOM ont été assimilés à la métropole à partir de leur départementalisation. Alors, ça ne s'est pas fait d'un coup en 1946, ça s'est fait progressivement, mais il y a eu une assimilation très forte. Une assimilation qui s'est traduite en particulier dans les années 60-70 par la mise en place d'une émigration organisée par l'État vers la métropole. C'est ce qu'on appelait le BUMIDOM, le Bureau d'émigration intéressant les départements d'outre-mer. Cette migration mise en place a généré une communauté domienne en France, en métropole. Ce qu'on appelle dans les Antilles les négropolitains ou les nexagonaux. Cette communauté négropolitaine, aujourd'hui, elle est fondamentale dans le développement du tourisme parce que vous avez plus d'un demi-million d'Antillais de souche qui résident en France métropolitaine, et cette population, c'est la population essentielle qui fréquente les Antilles françaises. C'est de cette sorte de diaspora, c'est pas tout à fait une diaspora parce qu'elle est très concentrée dans la région parisienne, enfin les Antillais sont concentrés en région parisienne, beaucoup moins les Réunionnais. Cette communauté, ces communautés, eh bien, constituent aujourd'hui le vivier principal de la fréquentation des Antilles françaises et même de la Réunion. Alors finalement aujourd'hui, pour être un peu caricatural, on pourrait mettre en équation la fréquentation de la France d'outre-mer en prenant en compte 2 ou 3 indicateurs. La présence de parents ou d'amis, le poids des parents et des amis, on pourrait calculer à partir de données statistiques ces éléments-là, donc les contiguïtés familiales qui existent entre la métropole et l'outre-mer. La distance, le coût du voyage, et on aurait un flux touristique qui serait à peu près proportionnel à la population et inversement proportionnel à la distance. Si on rajoute un petit coefficient de notoriété, je pense qu'on arrive très près de la fréquentation actuelle. Donc on peut mettre si vous voulez, on pourrait mettre en équation la fréquentation sans qu'il y ait véritablement de ressort touristique dans tout cela. Ce n'est pas la qualité des plages, ce n'est pas la qualité du service, ce n'est pas les activités proposées, ce n'est pas la découverte, le shopping qui font tout cela. C'est uniquement ces indicateurs-là. Alors, cet aspect assimilation des départements d'outre-mer à la métropole, il apparaît aussi dans le fait que, finalement, l'importance d'un hébergement non marchand, parce que ces gens qui vont voir la famille et les amis, donc comme je l'ai dit, évitent l'hôtellerie, passent par de la para-hôtellerie peut-être clandestine. Finalement, c'est un aspect du tourisme, une caractéristique du tourisme des métropolitains en métropole. Il y a une enquête récente de l'INSEE qui montre que vous avez pratiquement 2/3 des nuitées touristiques des métropolitains en métropole qui se font dans la famille ou chez les amis. 2/3. Et donc, la situation domienne est à peu près équivalente. On a à peu près la même chose. Donc, on a un aspect national qui s'applique aussi aux départements et régions d'outre-mer.
Par ailleurs, ce flux touristique, il ne peut pas cacher non plus que ce flux touristique et puis les faiblesses économiques qu'on a pointées, elles ne peuvent pas cacher que cette mobilité, en fait, joue un rôle dans la cohésion nationale. Elle joue un rôle dans la cohésion nationale avec tous les échanges qui se font entre ces résidents des départements d'outre-mer et les résidents métropolitains. Et là, on peut dire que, bien que comptabilisé dans le tourisme international, ça c'est les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme qui le veulent, on a véritablement affaire à un tourisme intérieur entre les départements d'outre-mer et la métropole. Caractéristique de ce tourisme intérieur, entre guillemets, c'est qu'il est très peu sensible au contexte international. Le terrorisme, les guerres n'affectent pas beaucoup la fréquentation de la France, enfin, surtout des départements d'outre-mer. Le 11 septembre, par exemple, n'a eu aucun effet sur la fréquentation de la Réunion. Et il y a eu peu d'effet sur la fréquentation de la Martinique et la Guadeloupe. Alors que, inversement, une destination comme la Polynésie française est particulièrement exposée au contexte international parce qu'elle est tributaire bien du marché nord-américain et en plus elle est tributaire de l'escale californienne de ces vols. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'imbroglio administratif après le 11 septembre pour les passagers qui étaient en transit à Los Angeles, sur les vols Paris-Papeete. Bon, ça a été un vrai handicap pour la fréquentation de la Polynésie française. Alors, je terminerai ma conférence sur des questions. Deuxième aspect du côté pluriel du tourisme, c'est la question finalement de la disparité des développements touristiques au sein même de chaque territoire. Il y a un vrai problème d'aménagement du territoire qui se pose avec le tourisme. Alors, on peut modéliser la diffusion du tourisme dans les îles, dans les archipels tropicaux. Bon, j'ai essayé de le faire sur ce document qui est tiré d'un article un peu ancien. On a globalement, pour les archipels tropicaux, un modèle de diffusion avec... ce ne sont pas les éléments naturels qui font que les touristes vont dans un lieu ou dans un autre, c'est d'abord la question de la desserte, de l'accessibilité. Donc le tourisme se développe d'abord près des portes d'entrée des îles. Donc il se développe en général près des villes capitales, sur l'île principale. Et puis ce n'est que dans un deuxième temps qu'on a une redistribution de ce flux vers les espaces secondaires, vers les îles secondaires, et peut-être dans un troisième temps, des îles secondaires sont reliées, c'est le cas C que vous voyez sur ce document, peut-être que dans un troisième temps, des îles secondaires vont être reliées au grand foyer émetteur. Ça, c'est ce qu'on voit par exemple à Hawaï aujourd'hui. Bon, donc on a ce dispositif centre-périphérie qui explique que globalement, on trouve un glissement, on constate un glissement de l'activité touristique du centre vers la périphérie. Exemple, en Polynésie française, vous voyez à partir du milieu des années 80, bien, la capacité d'hébergement de Tahiti a été dépassée par la capacité d'hébergement des autres îles, et notamment des îles sous le vent, en particulier Bora Bora. On voit ce phénomène aux Seychelles, aux Maldives, on le constate aussi un petit peu maintenant à Fidji. Hawaï est bien sûr précurseur dans ce domaine-là, puisqu'on est à un stade encore plus avancé de la diffusion. Si on revient au cas polynésien, finalement, on a assisté en particulier à une relocalisation du tourisme sur Bora Bora. Bora Bora, qui est devenu le haut lieu du tourisme de la Polynésie française. Vous voyez sur ces trois cartes l'évolution de la localisation des hôtels. En 1970, il n'y en avait que 2. En 1987, on a un déplacement de l'hôtellerie vers la Pointe Matira, vers le sud, parce que c'était la zone où il y avait les plus belles plages. Et puis, dans les 2 dernières décennies, on a une diffusion de l'hôtellerie sur ces Motu, avec un modèle de développement hôtelier qui se fait au travers de ces grandes structures hôtelières haut de gamme avec bungalow sur pilotis. Vous voyez donc
ici une succession de grands hôtels avec bungalows sur pilotis dans le lagon, avec une transformation du milieu. Vous voyez qu'on a construit des îlots artificiels, on a ce système, aux Maldives on appelle ça les Spider Islands, c'est-à-dire des îles araignées avec des pattes qui s'étendent, donc ce sont les bungalows qui s'étalent sur le lagon. Donc on a un développement qui est très fort et qui est basé en Polynésie française, notamment à Bora Bora, sur, et ça c'est une chance pour la Polynésie française, une chance qu'elle n'utilise pas suffisamment quand on voit la baisse de la fréquentation, qui est basée sur l'aura de ces îles. L'aura, la Polynésie française, Tahiti et ses îles, c'est finalement un nom qui est universellement connu. C'est une véritable griffe spatiale. Les gens qui vont en Polynésie française, même s'ils savent que ça va être très cher, en fait, il y a le croisement d'un fort désir avec un moment particulier de la vie, de la vie des individus, et notamment le voyage de noces. Vous voyez sur ce document l'importance du voyage de noces dans la fréquentation de la Polynésie. Vous avez 2/3 des Italiens qui viennent en Polynésie en voyage de noces. Vous avez presque 2/3 des Japonais qui viennent en voyage de noces. Vous avez la moitié des Espagnols. Bon, en revanche, les États-Unis, les Sud-Américains viennent beaucoup moins en voyage de noces. Donc, on a aujourd'hui des ressorts qui font encore tourner la destination de la Polynésie française, notamment Bora Bora. Ici, vous voyez des moments fusionnels entre le mari et la femme et l'épouse japonaise. Donc, on a véritablement encore des ressorts qui fonctionnent. Mais au-delà de ces considérations économiques, un des grands enjeux aujourd'hui du tourisme, c'est la question démographique. Je rappelle qu'on soit dans le Pacifique, dans l'océan Indien ou dans la Caraïbe, on est dans un contexte où les espaces périphériques, les petites îles, se vident. Elles se vident au profit des îles principales, des villes capitales, voire des métropoles. Et une des rares activités qui permet de limiter, voire d'inverser la courbe démographique, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est quand même, bien qu'il est plein de défauts, c'est une activité où on reste sur place, qui permet à la population locale, qui peut permettre à la population locale de rester sur place et d'éviter cet exode. Alors, un exemple d'évolution démographique dans un contexte plutôt négatif, c'est le cas de Bora Bora. Regardez, Bora Bora, en 40 ans, la population de Bora Bora a été multipliée par 4, grâce au tourisme. Cas encore plus intéressant, l'archipel des Saintes en Guadeloupe. Vous avez traditionnellement terre de bas qui est plus peuplée que terre de haut. Or, le tourisme s'est plutôt développé sur terre de haut, compte tenu d'un certain nombre d'éléments, en particulier ces plages. Et aujourd'hui, vous voyez une inversion de la répartition de la population au sein de l'archipel des Saintes. C'est à terre de haut qu'il y a plus d'habitants qu'à terre de bas. Dernier exemple de métamorphose grâce au tourisme, Saint-Barth. Saint-Barth, c'est un caillou sec où l'agriculture était extrêmement difficile, avec une population d'origine européenne, puisqu'il n'y avait pas eu de plantation de canne à sucre, on n'avait pas eu d'arrivée d'esclaves à Saint-Barth, donc on avait des Européens qui sont arrivés au XVIIe siècle, des Normands essentiellement, des Bretons, et qui ont fait souche sur cette île, mais qui vivaient très pauvrement jusque dans les années 70, jusque dans les années 60-70. Au début des années 60, vous avez des personnes très riches qui découvrent Saint-Barth. Ils découvrent la beauté de ses paysages, ses plages. Et là, vous voyez sur ce document la petite presqu'île achetée par Rockefeller au début des années 60. Et à partir de là, à partir de Rockefeller, on va avoir des grandes familles, des familles très riches, venir à Saint-Barth, soit acheter des propriétés, soit louer des maisons, et par la suite, les Rothschild qui vont suivre les Rockefeller,
et par la suite, on va voir se développer bien une petite hôtellerie très haut de gamme, adhérant à des chaînes volontaires du type Relais et Châteaux. Ici, vous voyez l'Eden Rock à Saint-Barth, qui est un des premiers hôtels de Saint-Barthélemy. Donc, on arrive à une situation totalement inversée par rapport au point de départ, où Saint-Barth, qui était une des terres les plus pauvres de la France d'outre-mer, probablement une des plus pauvres en 1960, est devenue la plus riche. Le PIB de Saint-Barth par habitant est supérieur au PIB métropolitain, il est largement supérieur au PIB de la Nouvelle-Calédonie. Destination haut de gamme que vous voyez, qui combine plage, restauration, shopping avec des grandes enseignes de Dior, Cartier, du yachting, de l'activité immobilière. Donc c'est véritablement un exemple de réussite du tourisme maîtrisée par la population locale. Il faut bien voir que les ficelles sont tenues par la population locale à Saint-Barth. Donc il n'y a pas eu une perte de contrôle, c'est la population, ce sont les Saint-Barth qui maîtrisent ce développement du tourisme. Alors, pour terminer, quelques mots quand même de la Nouvelle-Calédonie, je n'en ai pas beaucoup parlé, et c'est à dessein que je n'en ai pas parlé, je pense que vous aurez des questions là-dessus. Le cas néo-calédonien est intéressant. Alors, au-delà de sa faible fréquentation, ce qui apparaît évident dans le cas calédonien, c'est qu'on a un retard de développement du tourisme majeur. Retard du développement du tourisme qui, par rapport au modèle que j'ai présenté il y a quelques minutes, se traduit par encore une concentration de la fréquentation sur Nouméa. Et ça, c'est un stade pré-touristique, si vous voulez. Cette concentration du tourisme dans la ville principale, c'est un élément qui traduit finalement le caractère très, très primaire de la mise en tourisme. Avec un reste de la Nouvelle-Calédonie, à part l'île des Pins, qui est la seule destination touristique en Nouvelle-Calédonie, la seule vraie destination touristique en Calédonie, c'est l'île des Pins. C'est le seul lieu qu'on peut considérer comme touristique, qui fonctionne sur le tourisme, qui a une dynamique démographique liée au tourisme, dans laquelle la majeure partie de la population bénéficie des retombées du tourisme, c'est l'île des Pins. En dehors de l'île des Pins et de Nouméa, vous n'avez pratiquement pas de touristes étrangers. À part quelques Japonais qui vont se marier à Ouvéa, vous avez très peu de touristes étrangers à l'extérieur. Par contre, il y a des initiatives intéressantes en Nouvelle-Calédonie. Il y a des initiatives intéressantes liées à la société locale. Je pense en particulier au district du Wedge à Lifou, la mobilisation de la population de Lifou, de la population du nord de Lifou pour l'accueil des croisiéristes est tout à fait exemplaire. Là, vous voyez sur ces 4 photos prises l'an dernier, vous voyez que la population, elle vend des produits locaux, elle vend des tissus, on fait des tresses aux touristes, on les masse, alors que c'est peut-être pas une des traditions majeures des îles Loyauté. On vend de la nourriture, on essaye de tirer profit au maximum de ce miracle. C'est quand même miraculeux que d'un coup, 2000 touristes arrivent et vont passer la journée. Il y a de quoi tirer beaucoup d'argent de ces gens-là. La mobilisation du comité des croisiéristes du district du Wedge est exemplaire. Un autre exemple qui est intéressant, c'est l'accueil en tribu qui a été initié par la province Nord. Là, ce sont des photos que j'ai prises à Tourisme Province Nord. C'est aussi un cas intéressant de mobilisation de la société locale. Et du coup, ça nous conduit à véritablement se poser la question de, finalement, la matière noire du tourisme, la matière cachée du tourisme. On ne raisonne toujours qu'en tourisme international, mais aujourd'hui, une partie de la France d'outre-mer a son tourisme qui repose sur le tourisme intérieur, sur les résidents. Et ce sont les grands absents de toutes les réflexions sur le développement du tourisme et de toutes les mesures sur le tourisme, de toutes les statistiques sur
sur le tourisme. Alors finalement, cette meilleure prise en compte des marchés intérieurs, bien, elle me semble être importante et au moins pour un temps, je pense qu'il faut considérer le tourisme non plus comme une activité permettant de rééquilibrer des balances commerciales qui sont très mauvaises, mais comme un outil de rééquilibrage des territoires. Et là, je vous renvoie à des points que j'aborderai mardi 31 août à l'IRD, puisque je ferai une conférence sur les métamorphoses statutaires socio-spatiales de la France d'outre-mer. Merci. C'est le moment pour vous de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, notamment concernant la Nouvelle-Calédonie pour de plus amples détails. Voilà. Les micros sont à votre disposition de part et d'autre de la salle. Comme vous disiez tout à l'heure, et les flux liés aux ingénieries de développement industriel, il n'y a plus tellement de place, et ça laisse également des prix, des tarifs élevés, ça entretient des tarifs élevés. Moi, je vois souvent sur Aircalin la classe affaires qui est minime, qui est rikiki d'ailleurs, et puis même de qualité médiocre, elle est toujours saturée pratiquement, parce que les ingénieurs, tout ce monde qui circule est là. Donc, je ne vois pas comment les touristes peuvent trouver leur place tellement dans ce système. Oui, alors effectivement, la desserte aérienne de la France d'outre-mer n'est pas conçue pour le tourisme, mais elle est conçue pour à la fois les voyageurs d'affaires et puis les populations résidentes. Donc il y a, au moment où certains touristes pourraient venir, eh bien, les avions sont occupés par une clientèle tout autre. Ça pose vraiment des problèmes. Alors, encore, en Nouvelle-Calédonie, la question n'est pas aiguë parce que on a une surcapacité sur les tronçons asiatiques. À l'évidence, les coefficients de remplissage ne sont pas très bons vers le Tokyo, Osaka ou Séoul, mais c'est une question très, très grave pour les Antilles ou la Réunion. Donc la desserte aérienne n'est pas conçue pour le tourisme. Et la desserte interne, parce que vous avez dit tout à l'heure, tout le tourisme se concentre sur Nouméa, mais enfin quand on veut aller soit à Yengen, soit à Malabou, par exemple, c'est quand même c'est toute une équipée, quoi. Ou bien c'est de la route très longue et très fatigante, ou bien c'est de l'avion et encore avec de la route pour Yengen. Et mal signalé, parce que quand on est touriste, on se perd. Même les principales curiosités de Calédonie ne sont pas fléchées, donc aller à Yengen, je pense que pour un touriste, c'est pas simple. C'est long et pas simple. Donc, et la desserte intérieure, oui, elle n'est pas faite pour le tourisme, c'est évident. Avec un calcul des tarifs qui est bon, là, je prends pas la parole au nom de la Chambre régionale Chambre territoriale des comptes, mais bon, elle a pointé tous les problèmes de tarification et d'offres d'Air Calédonie. Il suffit d'aller sur Internet et de voir le rapport pour comprendre les problèmes. Oui. Il y a un point concerne probablement pas d'ailleurs tellement la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, mais peut-être une cause que vous n'avez pas peut-être pas évoquée, mais peut-être n'en est pas une. Je parlais en ce qui concerne les départements d'outre-mer, donc les territoires qui ont bénéficié des dispositions de la loi de 1946, donc les Antilles-Guyane et Réunion, peut-être la concurrence liée au fait, en termes d'activité économique, liée au fait que les pouvoirs publics ont toujours voulu maintenir une très forte production agricole. Et est-ce que cette volonté de maintien des activités agricoles traditionnelles, bananes et canne à sucre, qui au final, à l'heure actuelle, n'ont pas supporté la concurrence des pays émergents, enfin des pays en voie de développement principalement, et puis
l'arrivée à échéance d'un certain nombre de dispositifs de protection qui étaient incompatibles avec l'évolution du droit communautaire. Bon, donc ce dispositif qui a vécu sous perfusion pendant des années, on en arrive aujourd'hui un peu à la même conclusion à laquelle vous arrivez, au moins partiellement, en ce qui concerne l'activité touristique. Est-ce qu'il n'y a pas là un parallèle en ce qui concerne la stratégie des pouvoirs publics sur ces deux activités et qui aboutit à peu près aux mêmes conclusions? Oui, à l'évidence, le maintien à bout de bras de l'agriculture dans les départements d'outre-mer relève de la même stratégie, c'est-à-dire qu'on a globalement, les gouvernements qui se sont succédés depuis la Deuxième Guerre mondiale ont cherché ont joué les pompiers en France d'outre-mer, et donc on cherchait à éviter l'explosion sociale que constituerait la disparition de la canne à sucre avec le développement d'un chômage astronomique. Et c'est d'ailleurs en raison de ces questions-là que le Bumidum a été mis en place au début des années 60, c'est-à-dire qu'on était dans une crise très grave de la canne à sucre avec la mécanisation, donc il y avait de moins en moins de main-d'œuvre employée par la canne à sucre, et qu'est-ce qu'on allait faire de cette main-d'œuvre en surnombre? Eh bien, on l'envoie à métropole, d'autant qu'à métropole, on avait besoin d'une main-d'œuvre peu qualifiée dans la fonction publique. On ne pouvait pas utiliser des étrangers, donc on prenait des Antillais ou des Réunionnais. Donc on a effectivement la même stratégie de soutien, sauf que dans le cas de l'agriculture, on avait une activité préexistante, alors que pour le tourisme, l'activité n'était pas préexistante. On a voulu la faire émerger. Excusez-moi, est-ce que vous ne pourrez pas aller dans le micro, parce que tout est enregistré, on n'entendra pas votre question. Merci. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été un obstacle, justement, pour citer l'exemple de Maurice, qui a complètement réorienté sa stratégie vers le textile et vers le tourisme? Alors, pourquoi vous dites, n'a-t-il pas d'une certaine façon concurrencé un fort développement des activités touristiques dans ces départements? je pense pas que votre micro est éteint, en fait. La canne à sucre ait concurrencé le tourisme. Elle aurait dû induire un développement du tourisme, mais elle n'a pas concurrencé. Je ne pense pas. Vous semblez émettre l'hypothèse qu'une autre activité est plus inductrice du tourisme, par exemple ici l'activité minière ou météorologique, est plus inductrice de tourisme que concurrence, que décourageante. Non, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais je pense qu'en Calédonie, on a une double manne qui explique que probablement la Calédonie, c'est la plus mauvaise élève en matière de tourisme, parce qu'elle a globalement un potentiel extraordinaire. Bon, c'est quand même un territoire qui est vaste, avec des îles, avec des plages. Le fait qu'il y ait moins de 100 000 touristes, et si on enlève la clientèle d'affaires, c'est disons à peu près 70 000 touristes, c'est calamiteux parce que d'une part on a les transferts publics et d'autre part on a le secteur minier. Le secteur minier et les transferts publics, c'est deux mannes qui se combinent. Et on voit bien sur le plan spatial que là où il y a de la mine, il ne peut pas y avoir de tourisme. Les acteurs locaux choisissent bien sûr la mine. C'est beaucoup plus rémunérateur, beaucoup plus sûr que le tourisme. Donc il faut du tourisme en Calédonie, là où il n'y a pas de mine. La côte océanienne, les loyautés en priorité. Oui, bonsoir. Oui, moi j'avais une question. En fait, vous parlez surtout du développement touristique sur l'aspect quantitatif. Et est-ce que les modèles mauriciens et fidjiens sont les modèles à atteindre pour la Nouvelle-Calédonie au point de vue touristique? Et est-ce que justement la Nouvelle-Calédonie n'a peut-être pas cette chance de ne pas être trop développée touristiquement aujourd'hui et donc de se développer sur un autre tourisme, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de tourisme durable? Et est-ce que c'est pas peut-être cette chance de ne pas encore avoir trop de gros complexes hôteliers et d'essayer de développer plus du tourisme dans les communautés, justement du nord, des îles, et faire quelque chose de plus sain? Bon, mon opinion sur le tourisme durable, c'est que c'est un peu une tarte à la crème. Quand on parle de tourisme durable ou de tourisme vert, finalement, en filigrane, on a des destinations qui voudraient bien être des grosses destinations touristiques, mais qui n'y arrivent pas
Donc sur le plan de la communication, on se dit tourisme durable ou tourisme vert. Il faut bien voir que le tourisme durable, il repose sur des ressorts tout à fait intéressants. Mais je pense que pour une destination de la taille de la Nouvelle-Calédonie, on doit jouer sur tous les volets du tourisme. C'est-à-dire qu'on doit faire du complexe intégré, on doit faire du tourisme de gamme, on peut faire du tourisme de gamme, on peut faire du tourisme en tribu, on doit jouer sur tous les ressorts. On a les capacités, on a le territoire qui le permet. Mais il y a beaucoup d'éléments inhibiteurs. Qui sont cette maladie qui touche tout l'outre-mer, donc tous les symptômes liés à ce syndrome néerlandais. Ma question c'était plutôt à quel moment vous faites pour sécurité. C'est bien qu'il reste encore Alors, la Nouvelle-Calédonie, par rapport au reste de la France d'outre-mer, elle a une chance formidable, c'est qu'elle a ce statut d'autonomie, ces compétences, ce transfert de compétences irréversibles, qui fait que finalement, les outils d'évolution économique sont entre les mains des citoyens calédoniens et entre les mains des hommes politiques. Donc, c'est à un moment donné un choix de développement qui devra se faire. Quand, je ne sais pas. On voit bien qu'actuellement, le monde politique est englué. On voit que les choses avancent peu. On voit que 2014 se rapproche et que donc, tout le monde campe sur ses positions. En fait, donc, c'est peut-être pas la bonne période pour qu'il y ait des réformes importantes qui apparaissent. Mais je pense qu'il faudra les faire. Et la Calédonie peut les faire, grâce à son statut. Alors que les départements et régions d'outre-mer ne le peuvent pas. Elles sont pieds et poings liés à l'assistanat et au transfert de la métropole. Et elles ne peuvent pas le faire et elles ne le veulent pas. Quand on voit ce contraste extraordinaire entre les mouvements sociaux qui se sont développés en Martinique, en Guadeloupe, en début 2009, et puis le fait qu'une année plus tard, 11 mois après, les Martiniquais et les Guadeloupéens refusent l'évolution statutaire et le passage de l'article 73 à 74, donc le passage de département en collectivité d'outre-mer. On voit bien toute l'ambiguïté de la position des populations et des hommes politiques aussi. Oui, moi, c'est peut-être moins une question que pour aller dans votre sens. Vous avez souligné que le développement touristique pouvait permettre de fixer les populations. Il y a un autre aspect qui me semble très important de souligner et qui fait que la Nouvelle-Calédonie peut et aura besoin du tourisme, indépendamment de sa richesse minière, c'est qu'il n'y a aucune industrie au monde qui génère autant d'emplois peu ou facilement qualifiables que par dollar investi ou par euro investi que le tourisme. Or, vu la pyramide d'âge de la population, vu le pourcentage d'emploi ou de non-emploi ou d'emploi précaire de jeunes, vu le niveau de formation d'une partie de cette population jeune, c'est évident que ça offre des débouchés. Oui. L'exemple du projet de Guarodeva dont on a beaucoup parlé, c'est vrai qu'à assez court terme, c'est potentiellement 300 ou 400 emplois et qui par définition sont 300 ou 400 emplois sur place. Et ça, c'est une donnée spatiale extrêmement importante que seul le tourisme va apporter. Et par dollar investi, ça génère plus d'emplois directs et indirects que la mine. C'est certain, le tourisme, c'est une activité de main-d'œuvre. Donc, que ce soit la grande hôtellerie ou la para-hôtellerie, ce sont des emplois créés. C'est assez extraordinaire, la capacité de création des emplois du tourisme. Donc, c'est de la richesse, même si... on peut toujours dire, effectivement, que les grands groupes hôteliers, tous les bénéfices du tourisme ne retombent pas sur les territoires. Il y a une partie, bien sûr, qui est captée par les grands groupes, si c'est de la grande hôtellerie. Bon, il y a quand même toute la question des salaires qui est énorme. Pour des petits territoires, pour des petites communautés,
le fait qu'il y ait un hôtel de 50 chambres, par exemple, ça a des conséquences, des implications. Et il y a aussi des créations de salaires indirectes, parce que c'est aussi des agriculteurs qui vont vendre aux hôtels, c'est aussi des prestataires de services. Donc il y a l'emploi hôtelier et puis des emplois indirects. Oui, je voulais vous aussi peut-être demander, est-ce que la langue, aussi le côté français, la langue française, c'est pas un handicap par rapport à beaucoup de pays comme ou les Seychelles qui vont facilement parler deux langues, et puisqu'on est un pays francophone au milieu de beaucoup d'anglophones, et que je trouve que les Français en général ont un peu de mal à se mettre à l'anglais et à être avenant vers une clientèle anglaise, où c'est un peu, il y a une espèce de barrière. Alors, bon, la non-maîtrise de l'anglais, c'est, à mon avis, un problème secondaire. C'est vrai que c'est un problème parce que, bon, en termes d'accueil, bon, effectivement, il serait préférable qu'il y ait pas mal de personnes qui parlent l'anglais. Mais, par exemple, la clientèle de la République dominicaine n'est pas majoritairement hispanophone. Ou la clientèle qui va à Cuba n'est pas hispanophone. Et pourtant, bon, ce sont des destinations qui font plus de 3 millions de touristes par an. Donc, à ce moment-là, tout le monde parle anglais. Comment ? À ce moment-là, les gens parlent anglais entre eux. Pas forcément, parce que bon, on n'a pas des gens formés à l'anglais très nombreux à Cuba. C'est pas une main-d'œuvre forcément. J'y suis allé, enfin, si, ouais, c'était quand même assez. Je pense que c'est un problème secondaire. C'est en même temps un symptôme. Hein, c'est un symptôme de la faible internationalisation de la France d'outre-mer. C'est plus, à mon avis, un symptôme qu'un problème majeur. Oui. Bonsoir. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous disiez sur les croisières, parce que j'ai personnellement l'intime conviction qu'on a peu de profit par rapport à cette clientèle. Alors après, peut-être que ça se passe au niveau des communes ou à un autre niveau, mais il n'y a qu'à voir à Nouméa quand vous voyez les croisiéristes australiens. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le sujet. Je ne suis pas convaincue qu'ils reversent une certaine somme d'argent localement. Et après, même dans les loyautés, si vous voyez la quantité de déchets qu'ils laissent derrière eux, c'est quand même assez impressionnant. Et qui plus est, si vous demandez aux Australiens s'ils connaissent Nouméa, ils vont vaguement vous dire qu'ils sont venus une fois en croisière et qu'ils ne remettront jamais les pieds. Parce que pour peu qu'ils viennent un dimanche, eh ben, c'est... Donc est-ce que vous aviez l'air de dire que c'était un marché intéressant ? Moi, j'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît. Le croisiériste est dans le monde considéré comme un mauvais touriste. Parce qu'effectivement, il dépense peu sur place. Il va rester une journée. Donc, l'hébergement est là sur le bateau. Donc, bon, le croisiériste pose des problèmes. En général, il est mal perçu. Et donc, c'est la même chose en Nouvelle-Calédonie, en particulier à Nouméa. Et c'est vrai qu'à Nouméa, les retombées des croisières sont faibles. Mais dans des petites communautés comme Lifou, ou lorsque les croisiéristes se rendaient à Ouvéa, voilà, et les croisiéristes à l'île des Pins aujourd'hui continuent de fréquenter cette île. Bon, là, les retombées sont quand même importantes. Alors après, la gestion des déchets, bon là, ce que je veux dire, c'est que bon, c'est quand même une question d'organisation. Bon, on ne peut pas faire retomber le problème des déchets sur les croisiéristes. Ils viennent effectivement, ils font des déchets. Ben, à ce moment-là, c'est aux communes, c'est au pouvoir public de faire en sorte qu'il y ait un ramassage des déchets. Alors, il y a cette question-là. La question aussi des croisiéristes bon, c'est vrai que l'accueil à Nouméa est globalement médiocre. Que ce soit le dimanche ou même en semaine, bon, les croisiéristes n'ont pas énormément de choses à faire à Nouméa, bien qu'il y ait de plus en plus de prestataires de services. Ça s'est quand même amélioré. Il y a des petits trains, il y a le phare Amédée, donc c'est plus la situation d'il y a 10 ans. Hein. Mais il y a quand même pas mal d'études, notamment en Méditerranée, qui ont été faites sur les croisiéristes, qui montrent que lorsque le croisiériste est satisfait de la destination, c'est une destination qu'il peut fréquenter ensuite comme touriste. Alors le problème avec la Calédonie,
c'est que les croisiéristes, d'une part, on a affaire à des croisières qui ne sont pas des croisières les plus haut de gamme. Alors, on le voit bien que c'est des touristes, c'est des croisiéristes qui ne sont pas très fortunés. Hein. Bon, donc, ces croisiéristes, lorsqu'ils arrivent en Nouvelle-Calédonie, ils sont totalement affolés par les prix. Hein. Même si on les a mis en garde, ils sont affolés par les prix. Et je pense que même s'ils trouvent sympathique Nouméa, bon, ils n'y viendront pas en vacances, parce que pour eux, c'est une destination qui est hors de prix. Il y a cet aspect-là qui joue. Mais le côté authentique, entre guillemets, des loyautés, là, ça passe bien auprès des croisiéristes. Ils n'y reviendront pas aux loyautés, c'est trop cher, c'est trop loin. Mais bon, ils dépensent quand même un peu d'argent. Pas mal d'argent même. D'autres questions ? Excusez-moi, je vous embête avec mon tourisme raisonné, mais ma question c'est savoir est-ce que pour la Nouvelle-Calédonie, c'est essayer de toujours faire venir le plus grand nombre. On a vu sur les politiques de promotion du tourisme jusqu'à présent, ça fait 10 ans qu'on stagne dans les 100 000 touristes par an. Il y a eu des campagnes qui ont été faites en Australie, Nouvelle-Zélande pour faire venir les gens. Alors beaucoup d'Australiens, de Néo-Zélandais sur des campagnes 2 for 1. Ils sont 2 à venir, il y en a un seul qui paye. Personne ne gagne rien. Nous, on le vit au quotidien dans notre boulot, on sait, on ne gagne rien là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'il faut promouvoir pour dire super, on a des touristes, on fait augmenter les chiffres du tourisme avec des gens qui dépensent rien? Ou est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu moins de monde, mais des gens qui dépensent plus sur un tourisme raisonné où les gens gagneraient plus de... Enfin, je ne sais pas. Il faut le mettre en place, le tourisme raisonné, à ce moment-là. Bon. Bon, à l'évidence, effectivement, les opérations de promotion ne résolvent rien, parce que c'est du bradage, hein. C'est la grande braderie, et tout le monde y perd, y compris l'image de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que l'investissement dans des campagnes de communication en Australie et en Nouvelle-Zélande n'est pas très productif à l'heure d'Internet, à l'heure des forums, à l'heure de tous les sites qui permettent aux touristes potentiels de connaître la destination et de savoir ses principaux défauts. Donc, bon, il faut jouer. Je pense que dans l'état actuel, potentiellement, la Nouvelle-Calédonie ne peut pas attirer beaucoup de touristes. Et elle n'a pas l'offre pour attirer une clientèle plus haut de gamme, de niche. Il n'y a pas d'écologe 4 ou 5 étoiles, tel qu'on en trouve, je ne sais pas, dans la forêt amazonienne. Vous allez autour de Manaus, vous avez des écologes 4 ou 5 étoiles. Et c'est vrai qu'on ne fait pas du chiffre à Manaus, on ne fait pas du chiffre, on ne fait pas du quantitatif, on fait du qualitatif. Bon, mais on n'a pas les produits en Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'en fait, il faut jouer sur tous les tableaux. Et à mon avis, ça ne peut évoluer qu'avec des réformes structurelles profondes. Donc, je ne suis pas très optimiste sur le court terme. Alors, bien sûr, on va s'agiter d'ici 2-3 ans parce que la conjoncture internationale se sera inversée, donc on va s'agiter, on va être tout content, voilà, 110, 120, 130 000, mais ça ne résoudra rien. C'est pas un problème de conjoncture internationale, c'est vraiment un problème structurel. Donc il faut agir sur les structures. Je vais peut-être être un peu redondant, mais dans mon métier, je vois passer beaucoup de projets, enfin pas mal de projets, mais qui sont souvent freinés et qui s'arrêtent. Donc selon vous, qu'est-ce qui freine cette volonté, je ne sais pas si elle est politique ou gouvernementale ou territoriale, par rapport au développement touristique? Parce qu'il y a des projets qui existent. C'est des projets dans quel domaine alors? Des hôteliers, de ce genre de choses. Déjà, pour avoir une structure d'hébergement hôtelière, il y a plusieurs projets qui existent et beaucoup n'aboutissent pas, pour différentes raisons, mais
j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une volonté à ce niveau. Et d'après vous, quelle est la principale raison? Je pense que s'il y avait véritablement un potentiel de développement du tourisme, les grands groupes hôteliers seraient présents, investiraient, donc la question ne se poserait pas. Donc c'est parce que je pense que les grands groupes hôteliers ne voient pas un avenir très, très rose à la Calédonie, en tout cas sur le court terme, qu'ils ne sont pas présents. Et à partir de là, les projets qui cherchent à se développer veulent jouer sur la défiscalisation, veulent jouer sur des ressorts qui leur permettront d'être bénéficiaires du moyen temps, mais c'est des ressorts qui aujourd'hui sont à la fois éculés et peut-être qui sont passés, entre parenthèses, de mode avec la situation économique de la France et d'une partie de l'Union européenne. Et donc, bon, il faut s'attendre à une baisse des transferts publics, c'est évident. Lorsque en métropole on se serre la ceinture, eh bien, notre maire aussi, probablement. Donc, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas un avenir très, 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 très serein dans ce domaine que les groupes hôteliers ne viennent pas. Et donc c'est des montages, bon, on essaye de monter avec de la défisque, on essaye de jouer sur les exonérations de charges, etc. Bon. C'est très limite. Et on sait que, par expérience, ce qui s'est passé précédemment montre que ça ne tourne pas parfaitement. Hein. On voit bien les coefficients de remplissage sur Nouméa qui sont pas bons. Je crois qu'on est autour de 50% ou 55% actuellement sur Nouméa, donc avec des revenus par chambre qui baissent. Et tout ça n'attire pas les capitaux. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Bien, si pas de dernière question, peut-être que si vous voulez en savoir plus sur l'évolution statutaire économique de la France d'outre-mer, le 31, donc à l'IRD, pour les mardis de la découverte. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste signaler que la semaine prochaine, nous avons une séance de projection en salle Sicilia pour une destination qui a été évoquée ce soir, en l'occurrence Hawaï, pour un film de George Roy Hill de 1966. Donc vous êtes les bienvenus. Peut-être à bientôt.